Merci Denis. Alors, ni Dieu ni maître. Et voilà que pour parler de liberté, je suis heureusement non pas entre deux, mais à côté de deux avocats, qui plus est, tous deux nés en 61, avril et mai. Ça se voit pas, mais vous êtes presque jumeaux. Et en plus, effectivement, l'un et l'autre, vous êtes multitâches ou multilames, comme l'a dit Denis, mais pas forcément au couteau suisse, parce que la neutralité, c'est pas forcément votre truc, hein. Ni l'un ni l'autre. Moi, j'ai quand même un grand avantage, c'est que je suis né à Lyon. Alors, je vous renverrai une lyonnaiserie. Nul n'est parfait, tout le monde ne peut pas être né à la Croix-Rousse. Enfin. Alors, justement, tiens, pour vous, Nicolas Bavrez, au-delà des phénomènes géostratégiques majeurs, comme le djihadisme et puis l'essor des démocratures, pour vous, le premier péril, c'est la corruption démagogique, dont un des effets est le populisme. Alors face à ça, vous nous dites, l'engagement et la responsabilité des citoyens peuvent à tout moment être emportés par les passions collectives. Et puis vous, Éric Dupond-Moretti, c'est pas peuvent être emportés, mais sont déjà, d'ores et déjà emportés. Vous écrivez notamment la radicalisation des esprits, l'hyper-tout, hyper-conformisme, hyper-puritanisme, hygiénisme, sécurité, infectent les consciences. Le terrorisme anesthésie la société. Celle-ci accepte des compromis qui menacent les libertés. Alors, compte tenu de tout ça, moi, je me tourne d'abord vers vous, puisque vous êtes, entre autres, historien. Prenons du recul, celui de la perspective historique. Cette radicalisation, cette passion des esprits, est-ce qu'on ne l'a pas toujours connue, n'est-ce pas tout temps? Moi, je pense notamment au massacre de Saint-Barthélemy, on pourrait parler de l'affaire Dreyfus, on pourrait parler de Roger Salingro, qui a été conduit au suicide pour avoir été accusé de désertion, d'homosexualité. Finalement, est-ce que notre époque est si particulière par rapport à ça? Le problème, c'est que les peuples démocratiques sont amnésiques et que l'amnésie collective a été particulièrement entretenue à la suite de l'effondrement de l'Union soviétique parce qu'on a cru avec Fukuyama que la démocratie de marché l'avait emporté pour l'éternité. Si on doit regarder l'histoire, il faut regarder la première démocratie, c'est Athènes. Elle est née en moins 461 avant Jésus-Christ, elle est morte en moins 404 avant Jésus-Christ. Donc elle a duré en fait à peine 60 ans et elle est morte précisément de la défaite militaire face à Sparte, mais surtout de la démagogie avec Cléon et Alcibiade. Et c'est vrai que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la démocratie n'est jamais quelque chose de donné. Ce sont des régimes qui sont des régimes extrêmement fragiles. Pourquoi? Parce que la liberté, elle est née dans l'Europe des Lumières, elle réunit des principes de droit qui sont des principes contradictoires, la liberté et l'égalité, les droits universels de l'homme et puis la souveraineté nationale, et que dans les périodes de grands bouleversements historiques, dans les périodes de grands changements du capitalisme, eh bien, la démocratie se trouve chahutée et ces grandes secousses historiques la déstabilisent. On peut donner plusieurs exemples que vous avez d'ailleurs évoqués. Il y a d'abord la moitié du 19e siècle, 1848, la misère ouvrière qui est décrite par Marx, et puis la montée des souverainetés nationales. Donc ça crée un mouvement de révolution qui parcourt l'Europe de Paris jusqu'à la Russie. Il y a la fin du 19e siècle. Il ne faut jamais oublier qu'il y a eu des violences économiques et sociales très profondes, y compris d'ailleurs aux États-Unis, avec là encore le grand mouvement de baisse des prix, des problèmes de salaire, la montée du protectionnisme et puis la montée du nationalisme. Les années 30 ensuite, la montée des totalitarismes et puis la Grande Dépression. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il est clair que nous sommes confrontés à une de ces périodes de grands bouleversements où la démocratie souffre et où la démocratie est contestée. Donc, elle est contestée de l'extérieur par à la fois les démocratures, qui sont des nouveaux régimes inventés par Poutine, des régimes qui se donnent la démocratie pour ennemi, des régimes à hommes forts, contrôle de l'économie, des régimes extrêmement agressifs et qui sont fondés sur la violence. Le djihadisme, évidemment, ça c'est les menaces extérieures. Et dans les menaces intérieures, il y en a deux. Il y a la démocratie libérale inventée par Viktor Orban, et c'est un grand débat qui va d'ailleurs parcourir l'Europe l'an prochain, de démocratie libérale contre démocratie libérale. C'est d'une certaine manière ce qui se passe aussi dans les Amériques du Brésil jusqu'aux États-Unis de Trump. Et puis le populisme,
qui, effectivement, ronge la démocratie de l'intérieur. Et tout ça vient à la fois de la stagnation des revenus, de la déstabilisation des classes moyennes par la mondialisation et le numérique. Tout ceci, effectivement, est porté par les troubles identitaires face à l'islam radical et puis les problèmes de sécurité qui sont des problèmes de sécurité. Et d'une certaine manière, la justice, effectivement, est une sorte de baromètre toujours de la crise de la démocratie. Vous avez rappelé l'affaire Dreyfus, c'en était un cas tout à fait emblématique. Éric Dupond-Moretti, est-ce à travers uniquement le prisme, effectivement, de la justice que votre livre, effectivement, est en même temps un cri du cœur, un cri de rage? Oui, parce qu'il y a une traduction de ce que nous dénonçons dans notre quotidienneté. Et évidemment, il y a une traduction de cela dans la façon dont la justice est rendue. Parce qu'au fond, les juges appartiennent à la société et ils en sont la traduction à un moment donné. Et il y a dans le livre que nous avons commis, Denis et moi, un certain nombre d'exemples où des affaires emblématiques disent ce que notre époque est devenue. Et où l'on retrouve ces grands courants que vient de citer Nicolas à l'instant. Ils se concrétisent à travers ces prises de position radicales. Moi, je n'ai pas une vision d'historien. Je m'arrête à 1961, qui est la date de ma naissance, dans un lieu qui n'est pas Lyon, je le déplore ici. Mais je pense que, évidemment, l'humanité n'a rien inventé, que des phénomènes comme cela ont déjà existé. Mais au fond, rappelez ça, le danger de cela, c'est de dire qu'il y a une espèce de phénomène naturel. Or, nous vivons, nous, à cette époque, et c'est pas parce que nos libertés ou les libertés de nos ancêtres ont pu être menacées à différentes reprises qu'on doit considérer que c'est une espèce de mouvement ordinaire. Il y a, quand on a fait le constat que nous faisons, une vigilance accrue dont nous devons faire preuve, parce que je pense qu'effectivement, nos libertés sont menacées et elles le sont subrepticement. Et en quoi est-ce justement particulièrement contemporain? Qu'est-ce qu'il y a pour vous de spécifique à cette époque qui effectivement nous fabrique cette espèce d'hyper-opposition que vous citez souvent dans le livre? Quels effets très concrets pour vous? Je vais vous donner un exemple très concret. Le terrorisme, par exemple, a accentué le repli, la peur, le chagrin que ça nous inspire, fait que nous nous sommes repliés sur nous-mêmes. La peur, nous le savons, n'est jamais bonne conseillère. Et quand on demande à des gamins de comparer dans un sondage récent le Bataclan et Charlie Hebdo, ils disent Charlie Hebdo, ils l'ont un peu mérité. Et au fond, ils relègue au rang d'accessoire une liberté dont je concède qu'elle n'est pas constitutionnelle, essentielle, qui est la liberté de blasphémer. On peut vivre sans blasphémer. Moi, j'aime pas Charlie Hebdo, jamais acheté Charlie Hebdo, ça me fait pas rire. Jamais personne ne m'a contraint à l'acheter. Mais ceux qui veulent l'acheter l'achètent et chacun y voit là l'humour qu'il souhaite. Mais pour autant que des gamins, c'est-à-dire des jeunes gens, nos enfants, disent ils l'ont un peu cherché, c'est au fond qu'ils ont abdiqué cette liberté de blasphémer. Alors je le dis, elle n'est pas essentielle, mais elle existe. Et c'est un peu la crainte exprimée dans cette formule. Les petits abandons entraînent les grands. Alors des exemples, on peut évidemment les multiplier. Les Français disent, en période de terrorisme, nous, on n'est pas du tout gênés qu'on nous écoute téléphonique, parce que nous n'avons rien fait. Moi, je dis, c'est parce que j'ai rien fait que je ne veux pas être écouté. Et puis, il y a évidemment une traduction judiciaire de cela au quotidien, ce qu'on développe dans le livre. On fait le lien entre l'époque et la façon dont la justice envisage cette époque. Est-ce que vous pensez, l'un et l'autre, que des digues ont lâché? Je ne parle pas des crues aujourd'hui dans l'Aude, je parle d'autres problèmes. Est-ce que vous pensez que des digues morales qui font que certaines choses que l'on s'interdisait, maintenant on peut effectivement les dire entre amis au soir d'un dîner, et puis les dire tout dans la rue et tout? Pensez-vous que c'est digne, Nicolas Bavrez? Non, mais d'abord, le caractère central de la justice, on le voit tout à fait. Si on prend par exemple Viktor Orban et la démocratie libérale, il est clair que les trois domaines sur lesquels
l'État en Hongrie a d'abord pris le contrôle, c'est la justice jusqu'à la Cour suprême, deuxièmement les médias, troisièmement les universités. Donc la justice est tout à fait clé. À l'inverse, quand on regarde aux États-Unis, la bataille autour du juge Kavanaugh, c'est très intéressant parce que c'est clairement une des institutions qui, pour l'instant, résiste face à l'offensive Trump et qui se trouve en balance précisément autour de la Cour suprême. Donc ça montre bien que la justice a un rôle qui est absolument clé dans justement ces digues qu'on peut mettre face au populisme. Ce qui a changé, et je reviens à ce que oui. Ce qui a changé et qui rejoint votre question, c'est quand même une chose fondamentale, ce sont les réseaux sociaux. C'est-à-dire que l'information avant était à la fois entre les mains d'institutions et entre les mains de professionnels. Aujourd'hui, là où les réseaux sociaux changent la donne, d'une manière plus générale au sein de la révolution numérique, c'est que chaque individu peut toucher tout le monde, que par ailleurs, devant un écran, il y a une désinhibition complète et donc on peut radicaliser ses opinions à plaisir. Et ensuite, que les réseaux sociaux, on le voit, sont des machines à créer des communautés fermées. C'est-à-dire que, de même qu'on vous vend les produits que vous avez déjà achetés, on vous met en relation avec des gens qui partagent vos idées et que, par ailleurs, on l'a vu avec les affaires Facebook et autres, il y a des possibilités de manipulation importantes et il n'y a pas de barrière aujourd'hui. Oui, mais prenez justement cet exemple de ce juge de la Cour suprême qui n'est pas encore nommé. Estimez-vous l'un et l'autre normal, l'attaque des démocrates par rapport à des faits qui lui sont reprochés d'agression sexuelle qui remontent à des années? Est-ce qu'effectivement on peut estimer que c'est quelque chose qui, par les temps qui courent, sert l'honnêteté? Mais là où c'est vraiment emblématique, c'est que ça exprime de fait toutes les passions collectives. C'est-à-dire qu'on a d'un côté... on lui a reproché donc des actes vrais ou faux qui se sont passés il y a plus de 30 ans et évidemment établir la vérité paraît extrêmement difficile et en même temps il s'est défendu il s'est pas défendu tellement sur le droit, il s'est défendu sur la politique avec une extrême agressivité. Donc là où on voit bien le danger, c'est que ces auditions ont politisé très fortement le débat jusqu'à mettre en jeu la crédibilité de l'institution, qui est la Cour suprême. Et donc, on a bien là la balance entre les passions collectives, le fait que cette audition, il y a quelques années, elle aurait été vue, si vous reprenez les problèmes qu'il y avait eu avec le juge Clarence au début des années 80, mais les auditions avaient été regardées finalement par assez peu de gens. Juste par... En fait, vous ne défendez pas ici l'idée d'un huis clos, s'il avait fallu... Non, ce que j'essaye de montrer, c'est que, de fait, le déferlement des passions, si vous voulez, dans la démocratie, il y a à la fois dans la liberté, mais il y a aussi l'exercice de la responsabilité par les citoyens et de la raison critique. Alors, et de fait, si on n'a plus d'espace pour la raison, eh bien, les passions déboulent. Prenons l'exemple de Georges Tron que vous avez défendu. Là aussi, effectivement, à partir de quel moment y a-t-il eu effectivement lynchage médiatique? À partir de quel moment là, y a-t-il eu recherche de la vérité? À quel moment la liberté de Georges Tron de se défendre, de s'assumer, a-t-elle été entachée? Je vous en parlerai peu parce que le procès redémarre, puisqu'il a été interrompu, la semaine prochaine. D'accord. Mais en revanche, ce qui m'a évidemment frappé, c'est qu'en plein procès, il avait démarré depuis une semaine et demie. Élise Lucet, c'est le nouveau journalisme, ça. Consacre une émission à cette affaire où l'on voit des victimes, que l'on devrait d'ailleurs, par prudence, appeler des plaignantes, puisque le chemin qui sépare la victime de la plaignante est le même que celui qui sépare l'accusé du condamné. Pas de contradictoire, évidemment. Pas de défense, et en plein procès judiciaire, on propose aux Français, peut-être même aux jurés qui sont dans le procès à Bobigny, on leur propose un procès médiatique, sans règle. On a saisi le CSA, le CSA nous a donné raison, mais avec mollesse quant aux conséquences. Voilà ce que je peux dire. Alors qu'il y a pour lui, comme pour tous les autres, un vieux principe, celui-là est cardinal, qui s'appelle la présomption d'innocence et que l'on devrait respecter.
Vous faisiez allusion tout à l'heure, Nicolas, aux questions des réseaux sociaux. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi, à travers le hold-up sur les bases de données, une sorte d'atteinte à nos libertés beaucoup plus insidieuse? Et comment expliquez-vous notre relative passivité? Il y a bien des mouvements de rejet contre Facebook, Google. On sait que Facebook perd des clients aux États-Unis. Mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte de responsabilité collective? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de capacité à baisser les bras devant toutes ces attaques aux libertés, mais qui ne se font pas aussi visiblement que ça? Alors, dans les menaces aux libertés, c'est vrai qu'il y a la technologie sous la forme qu'on a vue à l'œuvre, qu'on voit à l'œuvre d'ailleurs avec Facebook ou Google. C'est le Big Brother de Orwell. Et c'est vrai qu'il est à l'œuvre aujourd'hui. Mais en fait, ça pose toujours la question de l'état de droit. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans le développement de cette industrie du numérique et dans le poids pris par les GAFAM? C'est simplement que, parce qu'on a expliqué que Internet était un espace a priori de liberté, qu'on n'avait pas besoin de régulation, et que tout ceci s'est développé complètement en dehors du droit, en le revendiquant le fait d'être en dehors du droit, d'être en dehors de la fiscalité. Et, supranational. Voilà. Et si vous voulez, mais je crois que ce à quoi on assiste, c'est le changement. C'est-à-dire que ce moment, j'allais dire, de l'Internet ou des réseaux sociaux, ce moment du Far West, il s'est arrêté avec la dernière élection présidentielle aux États-Unis. Parce que quand on a vu que la Russie avait pu toucher 126 millions d'Américains avec des messages extrêmement précis et forts pour détruire Mme Clinton et avantager M. Trump, alors c'est évidemment pas la seule raison de la défaite de Mme Clinton, mais en tout cas, ça c'est documenté. Quand on a vu les piratages par Cambridge Analytica de plus de 50 millions de comptes, y compris des comptes européens, on voit qu'aujourd'hui, il y a de fait une difficulté. Donc il faut que ces géants du numérique, que cette industrie du numérique réintègre l'état de droit. Ça veut dire que, de fait, aujourd'hui, l'identité numérique fait partie des droits qu'il faut défendre, que la souveraineté numérique, ça a du sens, que par exemple le fait de stocker les données des Européens en Europe, c'est certainement quelque chose auquel il faut réfléchir, et enfin que, comme toute entreprise, ces géants du numérique ont vocation à payer des impôts. Et je ferai un autre commentaire, mais qui nous ramène aussi à l'état de droit, mais qui est important, c'est que on a trop souvent confondu la démocratie juste avec le suffrage universel. Et c'est une des grandes erreurs qui ont été commises à partir de l'effondrement de l'Union soviétique. Il ne faut jamais oublier que c'est beaucoup plus compliqué. Évidemment, il faut un suffrage universel qui soit honnête et garanti. Mais la démocratie, c'est pas seulement ça. Ce sont des institutions solides avec la séparation des pouvoirs. C'est l'état de droit et c'est un principe de modération parce que Tocqueville l'avait déjà dit. Dans la démocratie, il y a toujours le risque de la tyrannie de la majorité. Il suffit pas de la loi de la majorité, il faut aussi le respect de la minorité. Et de même, si on veut faire fonctionner un régime de séparation des pouvoirs, c'est aussi une collaboration des pouvoirs qui suppose que les uns et les autres se parlent et s'écoutent. Donc aux États-Unis, on voit très bien que depuis Obama, en fait, la paralysie vient du fait que le fanatisme a gagné les partis et que aujourd'hui, entre le Congrès et le président, quel que soit d'ailleurs le président, depuis Obama et avec Trump, ça ne marche plus à cause de ça. Donc la démocratie implique un esprit de modération et un esprit de nuance. Et que de fait, qui se perd aujourd'hui face à la polarisation qui est liée à l'économie et qui est liée aussi au numérique et aux réseaux sociaux. Vous dites modération, mais Éric Dupond-Moretti, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer effectivement qu'il y a une sorte à la fois de consensus mou, de capacité à baisser les bras, et qui ferait justement le lit des hyper? Est-ce que c'est justement pas parce que nous sommes d'une société très aseptisée, très assurée, que pourraient proliférer des positions extrémistes? Je crois que nous vivons une époque d'hypermoralisation, avec là aussi une vraie traduction judiciaire. Je voudrais livrer ici l'exemple que tout le monde connaît de Dominique Strauss-Kahn, qui est renvoyé devant le tribunal correctionnel sur des considérations purement morales. D'ailleurs, quand s'ouvre son procès, le président dit d'emblée « on va faire du droit ici ».
Et nous connaissons le résultat. Cette époque d'hyper-moralisation nous contraint, et c'est pour moi la grande restriction de notre liberté, à nous positionner. On est maintenant pour ou contre, et la palette de nuances s'est considérablement réduite. C'est noir ou blanc. Ça exacerbe, et ça c'est le pire, les communautarismes. Il n'y a jamais eu autant de difficultés entre les communautés dans notre pays. Ça exacerbe le combat entre les hommes et les femmes, qui ne devrait pas être un combat. Et tout est mélangé, évidemment. Je reparlerai, peut-être, on reparlera peut-être de hashtag ton port, MeToo. Autant on peut être d'accord sur l'idée que des femmes qui ont été maltraitées par des hommes indélicats puissent saisir une autorité, mais une autorité judiciaire, autant là, le réceptacle, c'est la toile. Et donc, même si les choses qui sont dites sont vraies à 99%, il y a 1% de gens dont l'honneur va être, pour reprendre l'expression mitterrandienne, livré aux chiens. Là encore, sans défense et sans présomption d'innocence. Les communautarismes, les sexes, les bouffeurs de viande et les véganes. Il faut se positionner. La corrida. La corrida. Moi, j'aime la corrida. Je ne contrains personne à y aller. Je comprends qu'on puisse détester ce spectacle, mais je ne veux pas qu'on m'interdise d'y aller. La chasse, les spécistes, ces gens qui considèrent que les bouchers sont des assassins, les bouffeurs de quinoa, bon, les fumeurs, les non-fumeurs. Moi, je me souviens de l'époque, vous voyez, je remonte pas à la Saint-Barthélemy, quand il y avait un radar sur la route, en face, on vous faisait un petit appel de phare. Aujourd'hui, le type, il descend sa vitre pour vous engueuler. Il y a un hyper-flicage. On n'est plus dans une espèce de consensus. On est dans l'opposition. Et tout devient polémique. Macron a le malheur de dire qu'il boit un verre de vin. Il le dit au salon de l'agriculture. Je ne vois pas où il le dirait ailleurs. Ça devient une polémique. Et tout est comme ça. Et on y perd beaucoup de notre liberté. Parce qu'évidemment, si on n'a plus la nuance, l'intelligence a du mal à s'exprimer dans quelque chose qui devient manichéen. Et ça, c'est une perte énorme de notre liberté. Et vous avez toujours un groupe qui se crée pour vous dire ce que l'on doit faire. Par exemple, Quentin. Bon, vous n'êtes pas obligé d'aller voir Quentin en spectacle. Moi, je n'irai pas voir Quentin en spectacle. Mais en même temps, je ne veux pas qu'il y ait 2 ou 3 excités qui me disent que je ne peux pas y aller. Et qui m'interdisent de ce fait d'y aller. Et c'est ça qui devient terrifiant, c'est qu'à chaque fois, il y a les penseurs qui savent comment il faut faire et qui fédèrent. Et les réseaux sociaux sont une caisse de résonance. Parce qu'autrefois, une connerie qui était dite au Café du Commerce, elle tombait au bas du zinc. Maintenant, elle est ramassée, elle est emballée, elle est enrobée, elle est mondialement diffusée. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Alors finalement, vous parliez tout à l'heure de MeToo, Balance ton port. La réaction très véhémente, presque haineuse, de certaines associations féministes contre le manifeste dit de Catherine Deneuve ne vous a pas surpris? Ben non, bien sûr que non. Mais vous savez, je ne peux pas dire son nom, mais je suis très ami avec une vieille dame qui a été très très belle, qui l'est encore, et qui m'a dit, mais moi, si tu savais à quel point je regrette de ne plus être sifflé. Imaginez quand même qu'on va pénaliser le fait de siffler une gonzesse dans la rue. Mais c'est effrayant, cette époque. Mais c'est effrayant. Ça, pardonnez-moi, mais on devrait laisser ça au libre arbitre de chacun, à la façon dont il appréhende les choses. Moi, je suis plutôt latin, ça ne me choque pas trop de siffler une belle fille. Enfin, maintenant, enfin, disons que ça ne me choquait pas trop. Mais c'est 90 € d'amende. Mais on n'est pas chez les fous, là. Et tout est comme ça. Le jour où on invente la cigarette électronique, 15 jours après, vous avez des gens qui disent « mais il faut légiférer ». C'est-à-dire qu'il y a des gens, je pense qu'à défaut de résoudre les problèmes économiques majeurs, ils ont décidé une fois pour toutes d'être là à l'affût. Et dès qu'il y a un petit créneau de liberté qui arrive, il faut légiférer. Bientôt, on ne pourra plus fumer sur les plages, d'ailleurs. Vous savez qu'il y a des gens qui ont eu l'idée de nous interdire de fumer sur les plages. Bon. Et je trouve que cette époque est de ce point de vue singulière. Moi, j'ai encore dans
j'allais dire, dans l'esprit, un autre air que l'on respirait quand j'étais adolescent, par exemple. Et j'en ai la nostalgie. Est-ce que vous pensez effectivement qu'aujourd'hui, cette liberté de peser, d'exercer son discernement est difficile? On vous présente souvent comme quelqu'un qui est un chantre du libéralisme, cette capacité à faire, à s'assumer, à dire son jeu. Vous pensez qu'aujourd'hui, elle est effectivement difficile? En fait, d'abord, la modération, ça ne veut pas dire l'alignement des gens. La modération, elle va tout à fait de pair avec des opinions qui sont extrêmement différentes et qui peuvent tout à fait se télescoper. Simplement, elles se télescopent avec des règles et avec le respect de l'autre. Aujourd'hui, je crois qu'il y a les deux aspects. Ce qui a été dit est parfaitement vrai. Il y a le côté hypermoralisation. D'ailleurs, un autre exemple qui est cocasse, si on veut faire un peu d'économie, c'est la fiscalité. Et ce qu'on appelle la fiscalité comportementale, où maintenant on rétablit la gabelle en taxant le sel, on taxe les sodas, bref, on veut utiliser la fiscalité pour expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent boire et ce qu'ils doivent manger. Alors il y a quelques impératifs de santé publique où ça peut se justifier, mais ça a pris un tour qui est un tour tout à fait extravagant. Simplement, il ne faut pas oublier qu'il y a l'autre bout de la chaîne et d'une certaine manière, l'hyper-moralisation nourrit à l'inverse les transgressions politiques, qui sont des vraies transgressions. Quand on voit le discours de M. Bolsonaro au Brésil, là, pour le coup, c'est ahurissant. La promotion, le retour à la dictature de 1964 pour expliquer que c'est une période où le Brésil était heureux et bien géré, les attaques misogynes, le fait qu'on va détruire les favelas en les bombardant, enfin, c'est quand même extravagant. Même la même chose quand on regarde certaines des propositions de Trump. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que justement ce monde de la modération, qui est le monde démocratique, il est aujourd'hui attaqué des deux côtés. L'hypermoralisation d'un côté qui nourrit la transgression qu'on voit aussi par exemple à l'œuvre chez Salvini en Italie. Et le fait que face à ce discours hypermoralisateur, on a des gens qui ouvertement adoptent des positions qui sont des positions parfaitement extrémistes, parfaitement scandaleuses, mais qui du coup en ont le bénéfice et qui font passer ça pour du courage et la manière de critiquer l'établissement et d'exprimer soi-disant la colère des peuples. En réalité, ça n'aboutit qu'à atteindre la liberté de ce côté-là aussi, et ça ne règle aucun des problèmes concrets, ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple avec le Brexit, qui est en train de ruiner le Royaume-Uni, ce qu'on va voir en Italie, où très vite il va apparaître qu'aucun des problèmes concrets n'est réglé, mais qu'en revanche le pays est encore un peu plus affaibli. Donc il faut bien voir qu'il y a un lien entre les deux, et que de l'autre côté, vous avez ces discours transgressifs qui s'émancipent aussi. La vérité n'existe pas, mais ce que je disais, il y a quand même la raison. Par exemple, il y a un minimum normalement de respect des faits, et de ces deux côtés-là, on ne les respecte plus. Mais n'est-ce pas souvent au nom d'un parti pris de volonté de favoriser l'enrichissement, la croissance, le pouvoir d'achat, que l'on va restreindre les libertés? Je pense à Trump, je pense aussi à la Chine. Est-ce qu'on n'affadit pas, est-ce qu'on n'abétit pas les populations, effectivement, en disant tant qu'on vous assure du pouvoir d'achat, eh bien, acceptez du contrôle? Il y a deux grandes choses, et c'est vrai que c'est pour ça qu'on est dans un moment dangereux, et c'est pas parce que les démocraties ont surmonté les dernières crises qu'elles vont forcément surmonter celle-là, mais de fait, quel est j'allais dire, le contrat politique implicite que les populistes vendent ou que Orban vend, c'est, et que d'une certaine manière Xi Jinping vend à sa manière, c'est moi je vais assurer la sécurité et le progrès économique et social, et notamment le pouvoir d'achat. Et contre ça, je vous supprime les libertés, mais ça n'est pas grave, parce qu'après tout, ce que vous préférez, c'est le pouvoir d'achat et la sécurité. Alors, là où il faut faire attention, c'est que regardez un pays comme le Brésil, il y a quand même 60 000 homicides par an, et il y a 7 des 20 villes les plus dangereuses de la planète qui sont au Brésil. Donc ce qui est vrai, c'est que si on laisse se développer une situation où il n'y a plus d'ordre public, mais une des manières qu'il n'y ait plus d'ordre public, c'est effectivement d'expliquer que les policiers et les juges doivent s'occuper de savoir qui a sifflé dans un bistrot, au lieu de s'occuper d'essayer d'apporter des problèmes à des enfants de 12 ans qui se font massacrer à coups de barre de fer. Et ça, c'est vrai que ça pose une vraie question, qui est une question
de priorité, là encore. Il faut toujours se rappeler que c'est vrai que ce moralisme, c'est aussi une manière de disperser la politique pour semer la confusion chez les citoyens. Et que Mendes France avait bien raison, gouverner, c'est choisir, et qu'en matière de justice et en matière de sécurité, il faut aussi avoir le courage d'afficher des priorités. Ces priorités pouvant en sécurité sont-elles extrémistes? Est-ce qu'au nom de la sécurité, on en fait beaucoup trop pour vous? Ben, écoutez, moi, je veux bien que l'on aille au Brésil, aux États-Unis, qu'on aille faire un saut du côté de chez Orban, mais il y a chez nous l'extrême droite qui marche plutôt pas mal, qui prospère et qui évidemment se nourrit, par exemple, du terrorisme. Parce que chaque fois qu'il y a un acte terroriste, on est évidemment dans l'amalgame, et chaque fois, Marine Le Pen gagne des points. L'amalgame, il est très simple. Djihadiste, islamiste radical, islamiste, musulman. Or, la communauté musulmane, c'est l'une des premières qui est touchée par le terrorisme, justement, en raison du regard d'hostilité que l'on peut porter sur elle. Je rappelle qu'à Nice, par exemple, il y a, je crois, 33 ou 34 victimes qui sont d'origine musulmane, dont une de nos consoeurs d'ailleurs. Et ça aussi, ça prospère de façon absolument incroyable chez nous, à nos portes. Et que bien sûr, on se sert de cette hyper-moralisation de l'époque, des difficultés économiques aussi. Tout à l'heure, Nicolas Bavrez parlait de fiscalité. On a rétabli les délateurs dans notre pays. C'est plus des balances, maintenant, c'est des donneurs d'alerte. Ils ont été anoblis d'une certaine façon. Bon. Et on peut dénoncer son voisin s'il commet une infraction fiscale à l'étranger. C'est-à-dire que si votre boucher charcutier a un compte à Bâle, vous pouvez le balancer, vous êtes rétribué. On a fait un essai, hein, je ne sais pas comment, si ça va être conduit, mais s'il fait du black et qu'il le laisse dans une couette ou sous un matelas à Lyon, vous ne pouvez pas le dénoncer. Ouf. Bon. Mais là aussi, c'est un retour en force de la morale. Les délateurs ont aujourd'hui leur lettre de noblesse. Ça y est longtemps que ça avait disparu quand même. Puis Dieu sait qu'il y en a des délateurs. Hein. Y a-t-il, alors vous parlez de la sécurité, est-ce qu'il n'y aurait pas des causes, je m'avance sur un terrain glissant, des causes qui justifieraient effectivement des atteintes à la liberté? Je pense par exemple au réchauffement climatique. Il y a eu très récemment des marches décidées par des citoyens, pour une fois. Oui, je voudrais rajouter un petit mot sur ces histoires de sécurité. En réalité, on nous a, pendant toute une législature, un peu plus d'ailleurs, vendu l'idée que, en renforçant l'arsenal pénal en particulier, nous allions irréversiblement vers la rémission des crimes. Badinter avait expliqué un jour en plaidant que quand un criminel commet son acte, il ne le fait pas un code pénal à la main. Et à propos du terrorisme, je voudrais dire quelque chose qui me paraît très important. Ce que veulent ces gens, en réalité, c'est de nous interdire de vivre comme nous voulons vivre. Et dans cela, il y a aussi la façon dont nous concevons, nous, la justice. Quand on voit les exécutions auxquelles Daesh procède, on a bien compris que la présomption d'innocence, le doute, l'humanité, ça n'a pas grand-chose à voir avec leur justice, à la conception qu'ils en ont. Et donc, il faut faire extrêmement attention, là aussi, à la façon dont sont jugés les terroristes. Parce que s'ils ne sont plus jugés conformément à nos règles, alors, au fond, ils ont gagné d'une certaine façon. Et pour être totalement en phase avec la question que vous me posiez, je voudrais vous rappeler qu'en Norvège, quand Breivik commet cet attentat au nom de l'extrême droite, il y a des voix qui s'élèvent pour dire qu'il faut sanctionner davantage de répression, donc réduction de la liberté d'une certaine façon. Et les politiques norvégiens, qui sont peut-être moins populistes que d'autres, disent mais si nous allons vers cela, alors nous donnons raison à
à celui qui a commis les attentats. Il faut être extrêmement vigilant. Sur la sécurité, je crois qu'il y a deux choses à dire. D'abord, la première, vous vous souvenez, quand Clinton avait été élu à la surprise générale face à Bush, il lui avait dit c'est l'économie stupide, parce qu'effectivement, l'économie américaine était en pleine reprise, mais personne ne l'avait vu, et ensuite Clinton en a bénéficié. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas être dans le déni des problèmes de sécurité. Donc, il faut les traiter, sinon on arrive à des situations type le Brésil. Mais à l'inverse, il est clair qu'il faut les traiter dans le cadre de l'état de droit. Parce que c'est là que se fait l'autre clivage. C'est la situation des Philippines avec M. Rodrigo Duterte qui assume, organise l'exécution théoriquement des trafiquants de drogue. En réalité, n'importe qui peut abattre son voisin. Donc on organise la guerre civile. Et donc c'est bien ces deux lignes qu'il faut traiter. La sécurité, sachant que la sécurité ne peut jamais être seulement une affaire de répression. Il y a toujours d'autres politiques, des accompagnements économiques et sociaux à mettre en place. Et par ailleurs, il est certain que dans le cadre de la démocratie, on doit rester dans le cadre de l'état de droit. Je crois que des exemples que prend souvent Éric Dupond-Moretti, il a raison, c'est évidemment l'idée d'aller placer en situation de rétention administrative, voire emprisonner les fichiers S. Il faut évidemment s'organiser pour prévenir et réprimer évidemment les attentats quand malheureusement il y en a qu'on n'a pas pu arrêter, mais il est hors de question d'aller organiser le simple fait que des gens soient soi-disant un danger potentiel fait qu'on les retire de la société. Là, c'est là qu'on passe clairement, on sort du système démocratique et on sort de l'état de droit. Je suis d'autant plus d'accord avec Nicolas Bavret que c'est un exemple que je prends souvent, il l'a dit. Mais il n'y a pas d'angélisme à faire, on ne peut pas tout mélanger. Que l'on envisage par exemple de renforcer les moyens de la police antiterroriste, quel que soit son nom. Oui, c'est une évidence et c'est une nécessité, bien sûr. On a vu qu'un certain nombre d'attentats n'avaient pas été déjoués parce qu'on manquait d'hommes. On manquait de temps pour suivre un tel ou un tel. Voilà. En revanche, par exemple, moi j'étais contre l'état d'urgence. Parce que l'état d'urgence, c'est le contrôle de la police par la police. Je pensais qu'il fallait judiciariser ce contrôle. Et d'ailleurs, il y a eu un certain nombre de décisions, je pense à des décisions du Conseil d'État, où la police s'est servie de l'état d'urgence pour aller faire ce qu'elle ne devait pas faire. Bon. Mais pas d'angélisme, une fois encore. Il ne s'agit pas de dire non, on est là et puis on attend gentiment qu'on vienne perpétrer des attentats chez nous. Bien sûr que le droit doit être omniprésent. Il y a d'ailleurs des questions qui se posent, que l'on évoque peut-être pas souvent par pudeur politique, peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait des Français djihadistes arrêtés à l'étranger qui encourent la peine de mort? Sachant que nous, par exemple, nous n'extradons pas les nationaux qui encourent la peine de mort. Qu'est-ce que l'on fait? Comment on inscrit dans le droit le fait d'aller tuer un terroriste à l'étranger? On sait que François Hollande, qui a beaucoup parlé aux journalistes, en particulier à 2 journalistes du Monde, a raconté qu'il avait donné des autorisations de cette nature. On les considère comme des ennemis. D'accord, ça s'inscrit dans quel droit? Est-ce que c'est le droit de la guerre? Est-ce que ça pose quand même quelques questions. Moi, si on légifère là-dessus, si on a un cadre de droit, une fois encore, c'est extrêmement important, il n'y a pas de risque de dérapage. Mais il faut quand même qu'on sache où on met les pieds, là. Parce qu'il y a un vrai danger, vous le comprenez. On ne peut pas non plus fermer les yeux, je le redis, sur le sort des Français, alors qu'on le veuille ou non. Peut-être des djihadistes, mais ils sont français. Et moi, quand j'entendais Emmanuel Valls dire essayer de comprendre, c'est déjà justifié, c'est pas vrai. Essayer de comprendre, c'est essayer de comprendre. Comment des gamins qui ont notre nationalité, qui font nation avec nous, se laissent embrigader là-dedans. Et encore une fois, sans angélisme. Et alors, on est dans la surenchère populiste, Vauquier à l'idée d'enfermer les fichiers S. Alors, je veux dire 2 mots là-dessus. Celui qui, dans notre pays, envisage de commettre un crime et qui s'associe avec d'autres, commet le délit, voire le crime d'ailleurs,
ça dépend des qualifications, d'association de malfaiteurs. Il peut être poursuivi et lourdement sanctionné. En revanche, envisager d'enfermer une espèce de Guantanamo à la française, un type qui aurait des idées, fussent-elles malfaisantes, ça c'est extraordinairement dangereux. Et François Sureau a écrit un bouquin absolument fantastique, qui est la reprise de la plaidoirie qu'il a prononcée dans le Conseil constitutionnel, quand on a envisagé de pénaliser la consultation des sites djihadistes. C'est-à-dire que si par curiosité journalistique ou par curiosité citoyenne ou par curiosité professionnelle ou par curiosité tout court d'ailleurs. Je vais surfer sur Internet. Bah oui, ouais, vous surfez sur Internet pour aller voir la littérature djihadiste, vous encouriez. Bon, on ne peut pas envisager de pénaliser ce qui n'est à ce moment-là qu'une idée. Donc là encore, il faut être extrêmement vigilant et on ne le dit jamais assez. Ce qui sépare la barbarie de la civilisation, c'est la règle de droit. C'est pour ça que ces barbares n'ont aucune règle de droit, qu'ils n'en respectent aucune. Oui, mais alors si on va jusqu'au bout, ce que vous reprochez, c'est effectivement le flou ou le non établi par la règle de droit. Dès lors que c'est acté dans une loi, ça deviendrait, entre guillemets, moins liberticide. Vous parliez tout à l'heure de l'état de droit, mais l'état de droit, il est fait par la loi, qui est voté par les députés, qui sont des caisses de résonance de nos sensibilités d'hommes et femmes ici présentes. Est-ce que l'état de droit, par définition, il n'est pas très ectoplasmique? Est-ce qu'il n'est pas lui aussi soumis à une ambiance du moment? Donc on se réfugie derrière l'état de droit, mais en fait, il est terriblement humain, cet état de droit. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'état de droit, normalement, il est censé être à peu près raisonnable. Il va de soi que quand la société est emportée par des passions collectives, le risque, c'est que la législation emporte la marque. Et c'est évidemment ce qui est arrivé chez nous, où il y a eu ce qu'on appelle notamment en matière pénale la législation de faits divers. C'est-à-dire que dès qu'il se passait quelque chose, alors ça a été des faits divers, ensuite des attentats, on avait des ajouts. Quand on regarde froidement le code pénal français, quand on regarde l'arsenal répressif, d'ailleurs dont une partie nous vient de Vichy, très franchement, il y a vraiment de quoi faire. Et de fait, ça peut permettre de prendre en compte beaucoup de choses. Alors, il y a à la marge, par exemple, on a parlé des réseaux sociaux. C'est vrai qu'en matière cybernétique, il y avait peut-être le besoin de le compléter sur certains points, mais c'est vraiment marginal. Et d'une certaine manière, quand on regarde tout ce dont disposent aujourd'hui des policiers ou des magistrats en France, c'est tout à fait, c'est extrêmement complet. Donc, je crois que ce qui est important maintenant, on voit bien tout ce qui dysfonctionne, c'est quand même d'essayer aussi de réfléchir à la manière dont on peut essayer de corriger le tir. Parce que la crise cette crise que nous vivons, c'est quand même la plus sérieuse depuis les années 30. Elle est impressionnante. Quand on regarde le tableau aujourd'hui, les États-Unis, la première démocratie du monde, c'est Trump qui a détruit tout le système international mis en place depuis 1945 en l'espace d'un an et qui a installé son pays dans un climat de tension qui n'a pas de précédent depuis la guerre de sécession. Les Britanniques ont le Brexit, les Espagnols ont les Catalans. L'Italie a réussi à faire l'union des trois populistes, c'est-à-dire les néofascistes, les sécessionnistes d'Italie du Nord et l'extrême gauche du mouvement 5 étoiles, le tout mélangé. Et c'est peut-être ce qui va devenir une forme de Parlement européen. On a la démocratie libérale, on a le retour de l'extrême droite en Allemagne ou en Autriche. Donc on voit très bien que la presse s'excite beaucoup sur Trump, mais il est beaucoup plus une conséquence, une manifestation qu'une cause. Donc il est clair qu'il faut qu'il y ait un peu un ressaisissement démocratique et qu'il faut commencer. La dénonciation morale des populistes ne sert à rien, parce qu'en fait, ça ne fait que les légitimer au sens où... On voit bien aux États-Unis. Voilà, chaque attaque contre Trump le renforce. Ce sont les élites qui nous critiquent, c'est exactement ce qu'on vous avait annoncé, et même les échecs des populistes peuvent leur permettre de poursuivre un moment. Donc ce qu'il faut, c'est s'attaquer aux causes du populisme, et donc s'attaquer à un certain nombre de problèmes qu'on a évoqués. C'est vrai qu'il y a très clairement un problème de fonctionnement, de répartition
des profits dans le capitalisme aujourd'hui. Donc il y a un problème de croissance inclusive et soutenable. Il y a des problèmes d'intégration, des problèmes d'éducation, des problèmes de sécurité, qui sont des problèmes sérieux, même si on ne doit pas y répondre de manière populiste. Et puis il y a face aux menaces extérieures qui sont réelles, le djihadisme ou les démocratures, ce qui est frappant, c'est qu'on refait aujourd'hui exactement les erreurs des années 30. C'est-à-dire les États-Unis se séparent de l'Europe, le Royaume-Uni se sépare de l'Europe continentale, et en fait, on ouvre des espaces géants aux vrais ennemis de la liberté. Donc il est grand temps d'essayer de renouer un dialogue entre les pays qui croient encore à la liberté et d'essayer qu'ils reprennent conscience qu'ils sont unis par des valeurs et par une communauté de destin. Donc ce travail, il est vraiment extrêmement important. Et au bout du bout, c'est pour ça que le combat d'Éric Dupond-Moretti est juste et qu'il a une vraie fonction civique et citoyenne, c'est que le point ultime de résistance, c'est le fait que les citoyens croient encore à la liberté ou qu'ils n'y croient plus. C'est ce qu'on disait. Si une majorité de citoyens des pays libres décident que la sécurité et l'évolution de leurs revenus est plus importante que la liberté politique, la liberté politique tombera. Donc c'est là que se joue vraiment le cœur du combat. Et c'est là où il faut bien comprendre qu'on ne naît pas spontanément citoyen d'un pays libre. On est formé à la citoyenneté, il y a une éducation, une responsabilité. Et c'est là-dessus qu'il faut absolument travailler. Alors, avant, et nous conclurons sur ces capacités éventuelles de rebond, j'aimerais revenir sur une question que je vous ai posée tout à l'heure, mais effectivement, il fallait terminer sur la sécurité. Vous parlez d'une communauté de destin. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que nous avons tous une communauté de destin par rapport au désordre climatique, au réchauffement climatique? Est-ce que ça pourrait être une cause qui justifierait pour vous des restrictions de la liberté? Par exemple, la liberté d'aller et de venir en avion, liberté de consommer certaines choses par rapport à des surfaces agricoles consacrées à l'élevage. Autrement dit, est-ce qu'au nom du réchauffement climatique, on pourrait imaginer, justifier des atteintes à nos libertés d'aller et de venir, de consommer, pas encore peut-être de penser, et encore? Non, mais la liberté, d'abord, c'est l'obéissance aux lois que l'on s'est prescrites. C'est quand même ça la définition. Hein. C'est pas la liberté de faire ce que l'on veut, comme l'on veut. Il y a d'ailleurs en ce moment des abuseurs de liberté. Zemmour est pour moi un abuseur de liberté. Dieudonné est un abuseur de liberté. Ça, ce sont des gens qui, pour moi, utilisent leurs paroles pour proférer des choses qui sont constitutives d'infractions pénales. On ne peut pas tout mélanger. Bien sûr que, dites-moi, si le plafond s'effondre là et on nous impose d'aller là, est-ce que c'est une entrave à notre liberté? C'est une impérieuse nécessité. C'est une forme de légitime défense de nous-mêmes. Mais ça dépend comment les choses sont faites. En même temps que on peut nous interdire de prendre l'avion, on peut aussi améliorer la technologie. Elle évolue tous les jours pour que les avions soient moins... Voilà, j'en sais rien. Ça n'est pas être rétif à une privation de liberté au sens de « je veux faire ce que je veux ». La liberté dont je parle, moi, je parle d'abord de la liberté de penser. Je parle de cette liberté qui nous interdit aujourd'hui la nuance et qui nous formate dans quelque chose qui, oui, nous contraint, je l'ai dit tout à l'heure, à une forme de manichéisme qui fait que les intelligences, les divergences, le débat n'a même plus vocation à exister. C'est ça, moi, qui me préoccupe davantage que le reste. Ensuite, évidemment, que quand je prends l'autoroute, je ne roule pas à 190. Même si je trouve que le permis à points est excessif. Vous voyez la nuance, il faut quand même que l'on s'astreigne à un certain nombre de choses. Ouais, c'est ce qu'on disait, l'état de droit, c'est la conciliation de principes qui sont des principes différents. Prenons l'exemple, la liberté économique, il y a une liberté d'entreprise et puis il y a un droit de la concurrence. Donc si on est en situation de monopole, bah effectivement, il y a des règles qui vont... par exemple, en matière de médias, il y a beaucoup de pays où il peut y avoir des règles de contrôle parce qu'on considère que c'est important pour l'indépendance et la pluralité des opinions. Donc ça, c'est la première réponse, c'est que la liberté n'est jamais... il y a toujours la conciliation de principes qui sont des principes différents.
Et ensuite, si on prend par exemple l'environnement ou l'exemple, il y a beaucoup de manières de... On a parlé de la technologie, mais il y a aussi un principe économique qui est très simple. Le mécanisme le plus puissant au service de la lutte contre le réchauffement climatique, c'est le fait d'avoir un marché mondial du carbone. Donc une des manières très simples, par exemple pour le transport aérien, c'est de faire payer le vrai coût, y compris avec le marché carbone, de faire payer le vrai coût du billet d'avion. Donc il existe beaucoup de solutions qui sont des solutions tout à fait opérationnelles, qui permettent dans un cadre non de liberté et de marché, de répondre, y compris à la protection de l'environnement et à la lutte contre le réchauffement climatique. Vous estimez que c'est un mauvais moment à passer, qu'on sortira, vous dites bientôt, de cette étuve. Vous avez le sentiment que c'est tellement, ce moment est tellement terrible que ça ne peut pas durer. Nicolas Bavrez a plutôt tendance à dire que les nuages n'arrêtent pas de s'amonceler. Parce que je suis plus optimiste que lui. Voilà. Bouteille à moitié, alors ça, bouteille de quoi ? C'est pas possible. Et pourtant, hein, vous estimez effectivement qu'il y a une faculté de rebonder des consciences, qu'il y a un moment, on va se dire, marre de cette hyper-moralisation, par exemple ? Enfin oui, mais j'assiste à des tas de choses qui me dépriment profondément. Donc j'ai tellement envie d'en sortir que je finis par espérer que ça va arriver. Je vois une dérive de la presse aussi, qui m'affole. Edoui Plenel, il a chouiné pendant 20 ans parce qu'il avait été écouté par François Mitterrand. Bon. Et il se gêne avec rien. Voilà quelqu'un qui, regardez, a demandé au procureur de la République de Paris des poursuites contre Cahuzac. Mais depuis quand un journaliste devient un flic ? Ça, c'est dans l'air du temps. Tout le monde trouve ça absolument fantastique. Je reviens à cette présomption d'innocence. C'est un principe, pour moi, cardinal de notre façon de vivre la justice. On touche cette question de la liberté, de l'hygiénisme, de l'hypermoralisation. Tout ça sont des phénomènes qui sont liés. On nous propose aujourd'hui des jugements médiatiques avant même que le procès pénal soit envisagé. D'ailleurs, il est souvent envisagé 3 années plus tard. Qu'est-ce qu'on fait sur les plateaux ? C'est ça qu'on nous donne. Un juge à la retraite, un flic à la retraite, des avocats qui n'ont rien à foutre et qui viennent parler d'un dossier qu'ils ne connaissent pas. Cerise sur le bateau médiatique, un psychiatre qui n'a pas expertisé le malheureux objet de cette vindicte médiatique. Et puis là, on attend que l'écran devint noir et que l'on vous propose taper 1, il est innocent, taper 2, il est coupable. Et moi, je vois ça avec effroi. Je me dis, mais qu'est-ce que l'on est en train de faire ? Et ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a bien un moment où des gens vont dire, mais oh, il y en a marre de ces histoires. C'est pas ça le journalisme. Qu'on évoque un crime, qu'on évoque factuellement ce qui est arrivé, qu'on évoque une interpellation, puis qu'ensuite on laisse faire les choses, la justice, puis qu'ensuite on vienne commenter. Ça fait partie, moi, des choses que je rencontre. C'est l'une des traductions judiciaires, elles sont nombreuses. Je disais, il y a des traductions dans notre quotidienneté, puis il y a des traductions judiciaires auxquelles peut-être je suis un peu plus sensible qu'un autre parce que je suis avocat, pénaliste. Mais quand je vois des trucs comme ça, je me dis, mais c'est pas possible. On va pas continuer comme des abrutis à accepter ça sans se rebeller. À un moment, il y a bien des gens qui vont dire, mais enfin, on peut pas nous imposer ce mode de pensée-là. Donc un acte de résistance que vous attendez de nous. Oui, déjà de prise de conscience, mais je me dis que ça peut pas... J'ai un ami très cher qui est une petite fille qui vient de voir le jour, et je lui dis, mais quand même, enfin, j'étais un peu bavrésien, un peu pessimiste. Il m'a dit, mais pas du tout, elle connaîtra une autre liberté que, oui, ça peut pas perdurer. Je pense que l'autre problème aussi dans ce rapport démocratique que nous avons avec nos élites, c'est que nous n'avons pas de rapport avec nos élites, nous avons des rapports avec les communicants de nos élites. Ça fausse absolument tout. Absolument tout. Et voilà, où on s'arrête et on pleure, où on espère. Et moi, je me dis que les choses peuvent effectivement évoluer. On aspire à une douceur
une douceur de vivre. Et moi, je ne suis pas passéiste, mais quand j'ai dit tout à l'heure que j'envisageais ça avec nostalgie, c'est vrai, oui. Je repense à ça avec nostalgie. Je trouve que les choses étaient singulièrement différentes. Alors, je sais bien que l'argument est un peu court. On dit, oui, mais lui, il a pris de l'âge maintenant, alors il trouve que c'était mieux avant. Mais Coluche vous manque, hein? Pardon? Coluche vous manque. Mais pas que lui. Regardez aussi, on est dans une... C'est toujours le même phénomène. On est dans une autocensure maintenant qui... Il n'y a plus que les humoristes, il n'y a plus que les Arabes qui peuvent se foutre de la gueule des Arabes, il n'y a plus que les Juifs qui peuvent se foutre de la gueule des Juifs. Quand un Juif, Gad Elmaleh en l'occurrence, qui est un bon copain, va du côté des Chinois pour se moquer un peu, c'est une espèce de tollé. Quand la nouvelle Miss France dit « Ah oui, mais l'autre avait une crinière de lion, comme elle est noire », ça crée une polémique. Il n'y a plus un mot qui peut sortir du truc sans que ça... Non mais voilà. Et moi, je trouve ça au fond dommage parce que... on est dans une espèce de cristallisation de nos différences plutôt que dans une acceptation tolérante de nos différences. Comment verriez-vous? Alors, vous parliez tout à l'heure effectivement d'éducation, mais une fois qu'on a d'éducation, qu'est-ce qu'on fait? Alors, d'abord, je crois, pour répondre à la question précédente, quand même, qu'on n'est malheureusement pas dans une parenthèse. C'est-à-dire que l'histoire, elle stagne et puis elle accélère. Et là, c'est vrai que de même que l'ère Trump laissera des séquelles qui seront durables, même s'il ne fait qu'un mandat, on est quand même face à des forces qui sont des forces extrêmement profondes. Donc d'abord, c'est la fin de plusieurs cycles historiques. Le cycle de domination de l'Occident sur le monde, et c'est quand même l'Occident qui a inventé la liberté politique, et ça, c'est fini. Le cycle de domination des États-Unis, ça a commencé en 1917, c'est fini aussi. L'ordre de 45, c'est fini. La mondialisation libérale, ça s'est terminé en 2008. Et derrière les évolutions, quand même, les forces profondes qui sont derrière ce qu'on a décrit aujourd'hui, hein, c'est-à-dire la polarisation de l'économie, la révolution numérique qui bouleverse le travail, les entreprises, la montée des passions nationales et religieuses, ça malheureusement, ça ne va pas s'arrêter très vite. Donc je ne crois pas du tout qu'on puisse retourner au passé. Je crois que la seule manière d'en sortir, c'est un peu de ce qui a été fait dans les périodes précédentes de crise dont vous avez parlé, c'est-à-dire qu'il faut réinventer la démocratie, il faut accepter le fait que, précisément parce qu'elle est le résultat, le mélange d'institutions, de mœurs, et que ça doit évoluer à chaque époque. Donc, quand on regarde la fin du 19e siècle, la solution, ça a été l'invention du rapport salarial. Quand on regarde les années 30, il a fallu la Seconde Guerre mondiale, mais on en est sorti avec les droits sociaux et les États-providence. Et aujourd'hui, il est clair qu'il y a un nouveau contrat politique et social qu'il faut arriver à faire émerger et que ça va être long, chaotique et douloureux. Donc tous ceux qui pensent que ça va se faire facilement, gentiment et simplement se trompent. Donc je pense que la démocratie a tout à fait les moyens. Elle n'a pas gagné, mais elle est loin d'avoir perdu. Mais le travail à faire est quand même extrêmement ample. Et c'est ça la clé. Et pour contester le pessimisme, je vous dirais simplement que si vous regardez les trois grandes personnalités libérales, les trois plus grandes figures du libéralisme français, c'est intéressant parce que chacun d'entre eux est mort dans une période qui était une période défavorable pour la liberté. Tocqueville, il meurt en 1859, c'est le pic de l'Empire autoritaire. Il a vu venir, il a essayé de défendre la République comme il a pu. Évidemment, personne ne l'a cru. Et donc, Napoléon III est arrivé au pouvoir et puis il a détruit la République. Ensuite, il y a Élie Halévy. Lui, il meurt en 1938. Il a annoncé la Seconde Guerre mondiale. Il a vu que les démocraties déraisonnaient face au totalitarisme. Il est le premier à avoir fait la comparaison entre les totalitarismes. Il meurt en 1938, donc ce n'est pas une période très faste. Aron, il meurt en 1983, 6 ans avant la chute du mur de Berlin. Ce qui est très intéressant, c'est que donc, ces trois grandes figures du libéralisme qui meurent dans trois périodes qui ne sont pas des périodes favorables à la liberté,
chacun d'eux part avec des derniers mots qui sont pour croire à la liberté et pour penser qu'ils ont tous les trois bien vu qu'elle était vulnérable, qu'elle était fragile, mais tous les trois ont affirmé que c'était que s'il y avait un avenir de l'humanité qui pouvait ressembler à quelque chose, il ne pouvait se faire qu'autour de la liberté et de la raison. Et c'est ça, finalement, ce à quoi il faut absolument s'accrocher. Et ensuite, ça passe effectivement par un combat qui s'engage aujourd'hui, qui est de nouveau un combat compliqué, parce que le XXIe siècle, on pensait avec la fin de l'Union soviétique que la question de la liberté était réglée. On sait maintenant qu'elle ne l'est pas. Donc il va falloir se défendre face aux démocratures, face au djihadisme et face à la démocratie illibérale. Et de fait, c'est un combat qui va prendre du temps. Donc Éric Dupond-Moretti ne sera pas de trop du côté de la défense. Merci. Précision logistique, nos deux invités, comme vous l'avez vu, on fera affaire. Il y a un procès Pastor qui n'est pas évident à négocier pour vous dans les jours qui viennent. Vous avez des engagements et un taxi vous attend dans 10 minutes, chacun pour un train partant l'un au nord, l'autre au sud. Néanmoins, nous sommes preneurs d'une ou deux questions. Pardonnez-moi, nous ne serons pas dans une liberté totale de parole. Qui souhaite rapidement intervenir, avoir un éclaircissement, une prise de position, je vous en prie. Oui. Allez, je vous vois au 1, 2, 3, 4e rang, sur ma gauche à moi, mais tout c'est relatif vu de l'envers. Merci de vous lever. Je suis Rabi Chekouri, élève avocat, et puisqu'on parle de l'hypermoralisation et de l'atteinte à la liberté, il y a un point qui m'a toujours intrigué depuis que j'étudie le droit pénal. C'est cette inflation législative, si vous me permettez l'expression. On insère en fait des circonstances aggravantes dans plusieurs infractions, notamment une circonstance aggravante qui a été insérée par la loi de 2007 pour le viol, qui tient à l'état d'ivresse manifeste de l'auteur. Et la Cour de cassation parle de l'état d'ivresse manifeste pour la victime pour retenir l'élément de surprise qui caractérise la matérialité du viol. Du coup, deux personnes qui partent en boîte, une femme et un homme, et qui boivent des coups, ils sont tous les deux en état d'ébriété prononcé et couchent ensemble. Et puis après, l'une est victime et l'autre se retrouve suspect, puis mis en examen, puis accusé, voire coupable de viol aggravé. Qu'est-ce que vous en pensez, maître Dupond-Moretti ? Ah bah oui. C'est lui qui va en boîte. Ça, c'est une mise en boîte. Je n'ai pas bien compris votre question. Non, ça vous la ferez pas. Si je comprends bien ce que vous dites, mais c'est à vérifier de mémoire. Je ne mets pas en doute, mais je ne confirme pas ce que vous dites. Ce que vous dites, c'est que pour l'auteur d'une infraction, le fait d'avoir bu de l'alcool serait une circonstance aggravante, tandis que pour sa victime, ce serait une circonstance aggravante également, en ce sens qu'elle est considérée comme étant en état de faiblesse. Oui. Et puis, on a le droit d'être, c'est-à-dire de bénéficier d'une certaine quiétude lorsqu'on part en boîte. C'est la liberté. C'est-à-dire, je ne vais pas calculer, moi, combien de verres elle a bu et moi, combien de verres j'ai bu. Et puis après, peut-être que le lendemain... Est-ce que ce n'est pas la contextualisation extrême, le fait de rajouter des couches qui fait que finalement, l'exercice de la pesée, du discernement du droit devient difficile? Vous êtes excellent, là. Ouais. Mais je ne le referai pas. Hein. Non, on le fait qu'une fois, ça. Je ne sais pas, monsieur. J'en sais rien. Il me paraît pas normal. Enfin, l'alcool a toujours été considéré pour l'auteur comme une circonstance aggravante. L'alcool pour une victime comme une circonstance aggravante en ce sens qu'il est révélateur d'une plus grande faiblesse. Si c'est ça que vous voulez me dire, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à... Enfin, ça suscite peu de commentaires. Vous le voyez à cet instant précis, d'ailleurs. Une autre, s'il vous plaît, question. Oui, au fond de la salle, toujours sur le côté gauche.
Les débats entre experts, c'est toujours extrêmement Mais difficile. je voudrais quand même vous dire que c'est pas bien de violer une copine bourrée. Hein. Je vous en prie. Bonsoir et merci pour vos interventions. J'avais une question. Vos propos sont très intéressants et un peu inquiétants. J'aurais voulu savoir si vous aviez des pistes de posture, d'attitude ou d'action en tant que citoyen face à ce liberticide. Pour les citoyens, la seule chose, c'est qu'il faut s'engager en faveur de la liberté. Il faut résister aux passions collectives. Ça dépend de chaque citoyen de savoir s'il a envie de se laisser séduire par les populistes ou pas. Donc, il y a le vote, il y a des formes d'engagement qui sont extrêmement différentes dans la vie civique, dans la vie associative. Mais d'une certaine manière, il y a ce choix fondamental qu'on indiquait, c'est-à-dire le fait que, y compris quand on pose le choix, est-ce que vous préférez un peu de revenus en plus, une garantie de sécurité, d'ailleurs souvent illusoire, ou la liberté, eh ben, il est de la responsabilité de chacun de savoir si on reste ferme sur la liberté ou si on accepte de l'abdiquer pour des promesses qui sont en plus souvent fallacieuses. On n'est pas non plus obligé de surutiliser les réseaux sociaux quand on les dénonce. On n'est pas obligé, par exemple, de photographier tous les plats qu'on mange pour les envoyer à tous ses copains. Moi, je trouve ça extraordinairement liberticide. Vous avez des gamins, j'en connais, qui ont 1723 amis. Moi, j'en ai 10. C'est les mêmes depuis 30 ans. C'est peut-être pas suffisant, mais je trouve que diffuser tout ce que l'on fait, tout ce que l'on pense, tout ce que l'on a, etc., sans aucune retenue, eh ben, c'est extraordinairement contraire au sens que personnellement j'ai de la liberté. On peut aussi résister à cela. Bon, il y a des petites choses comme ça. Allez, une dernière, s'il vous plaît, oui. Monsieur, ici, très... Ah, pardon, il y avait déjà là-haut. Je vous en prie. Bonsoir, messieurs. Dans le cadre de l'hypermoralisation, vous avez parlé de Dieudonné et de Zemmour, et en disant que c'était des abuseurs de liberté, alors que Charlie Hebdo, c'est la liberté de blasphémer. Je voulais savoir, Monsieur Dupond-Moretti, comment vous faites la distinction entre les deux? C'est pas compliqué. L'incitation à la haine raciale est une infraction. Le blasphème ne l'est pas. Merci. Point barre. On vient. La dernière question pour monsieur. Ici, le micro. Ah, sinon je vais vous le livrer. Le voilà. Oui, bonsoir. Je voulais avoir... Ah non, mais levez-vous carrément. Hein. Voilà. Je voulais avoir en 2 mots votre vision du macronisme, à l'un et à l'autre. Comme ça, à 8h28. Très vite. Il est en cours de remaniement. Et notamment depuis le départ de Nicolas Hulot. Alors, sous l'angle de notre thème du soir, peut-être? Oui, tout à fait. Normalement, oui. Voilà. Non, mais je crois que le départ de Nicolas Hulot en lui-même, c'est un peu un épiphénomène. Ce qui est important, c'est de voir l'évolution depuis le début, c'est-à-dire la succession de départs et d'affaiblissement, notamment puisqu'on avait 3 ministres d'État qui sont partis. Donc aujourd'hui, je crois que le problème qui se pose au président de la République est un vrai problème politique, c'est-à-dire qu'il était parti sur une stratégie qui était réforme en France et refondation de l'Europe. Il se trouve, et ça a un lien avec notre thème, que la refondation de l'Europe, elle a été complètement annihilée justement par les forces populistes et que la France a beaucoup changé depuis l'élection du président de la République. L'Europe a changé, le monde a aussi beaucoup changé. Sa tentative d'être le meilleur ami de Donald Trump n'a pas donné non plus de résultats très satisfaisants. Donc, ce qui est intéressant dans ce qui se passe aujourd'hui, et par ailleurs, la majorité et le parti présidentiel sont à la fois énormes et vides. Donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il a une occasion, qui est sans doute peut-être la dernière, de réaligner ou de remettre sur les bons rails son quinquennat en réajustant sa stratégie et en réajustant son dispositif politique. Je pense que s'il peut y avoir un sens à mettre 15 jours à remplacer le ministre de l'Intérieur, c'est celui-là. Donc j'espère que ce sera le cas. Et en tout cas, c'est ça, me semble-t-il, au-delà des querelles de personnes ou, comme on l'a dit, de la manière de faire vendre de l'information ou du papier. C'est ça le problème politique intéressant du moment. C'est cette capacité de rebond qui arrive à un moment donné où on voit que
la stratégie et le dispositif politique qui avait été mis en place à l'origine sont arrivés en bout de course plus vite que prévu. Donc c'est plus une refondation que remaniement. Et y compris d'ailleurs pour des raisons de circonstances qui tiennent pas seulement à la France, mais à ce qui se passe dans le reste du monde, qui est quand même, on l'a entrevu, mais très, très important et spectaculaire. Merci. Merci à tous. Merci.